Je propose que nous débutions notre séance. Avec quelques absents, je comptabilise le quorum qui a été atteint. Le quorum pour une initiée, c'est qu'il nous faut la moitié plus 1, 4 bêtises, des membres du conseil municipal pour pouvoir siéger. À défaut, nous aurions dû reconvoquer un conseil municipal sous 48 heures. Donc bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, mes premières pensées vont à celles et ceux qui sacrifient une série télévisée, un bon film, un repas entre amis, un barbecue dans leur jardin, un savoir ou une page amoureuse dans une soirée bucolique. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je salue tous mes collègues. Maintenant, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances, et ils ont raison. Alors j'ai quelques pouvoirs à vous faire partager. Monsieur Pratola donne le pouvoir à Monsieur Robert. Madame Barnès est dans les bouchons, donc nous la considérons parmi nous les études d'arriver à la prudence, notre ami Marie Reyes donne le pouvoir à Madame Féléca. Notre collègue, oui, Monsieur Gansencourt donne le pouvoir à Madame Ribeiro. Monsieur Gastrin, il ne serait donné le pouvoir à Monsieur de Mérignac, quand même. Et ensuite, Madame Fournier donne le pouvoir, je vieillis, à votre serviteur. Voilà. Et enfin, Madame Audard donne le pouvoir à Madame Moreau. Et enfin, notre collègue Marie-Christophe Grima-Ponce, qui est absente parce qu'elle a perdu un membre de sa famille, à Madame Bachelet. C'est une bonne transition pour vous proposer une motion d'étonnement, Madame Bachelet, parce que même nos collègues de l'opposition se félicitent de la qualité de vos comptes rendus et de la fidélité des votes, de vous proposer d'être assigné à cette noble tâche qui est d'être la secrétaire de séance. Je voudrais, et nos collègues seront bien motivés, ceux qui me sont proches comme ceux qui me sont tout aussi proches, deux modifications à l'ordre du jour. Je propose de supprimer le premier point sur le parrainage d'un enfant, parce qu'on doit encore cadrer juridiquement. Pour tout vous dire, c'est le serviteur qui a un peu accéléré le pas, mais il y a une petite faiblesse qui avait échappé à ma vigilance. Donc nous remettrons ça à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Et enfin, je propose que nous rajoutions la désignation d'un nouveau président d'honneur du comité de jumelage qui sera rapporté par Mme Bachelet au terme de ce conseil municipal. Alors, parrainage, nous avons dit que nous le reportions, et je donne tout de suite la parole à M. Manmassari, qui va nous proposer de verser une subvention à syndic de la résidence du château. Vous avez la parole, M. Manmassari. Merci, M. le maire. Donc, on vous rappelait que sur la délibération en date du 25 mars 2012, nous avions attribué à la copropriété de la résidence du château 2 subventions en plus de la rénovation de leur système d'éclairage. On avait versé 15 000 € par an, 2 fois 15 000 €. Donc, considérant que aussi les voies de la résidence du château sont des voies ouvertes à la circulation publique, puisqu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup de corps médicaux et pas mal importés à la résidence du château, donc on considère aussi que c'est un peu une voie publique. Nous avons décidé de participer aux frais d'éclairage à hauteur donc de 1 050 € annuels sur un plafond, qui représente à peu près 20% de la consommation de la résidence du château. Il faut savoir que quand ils ont rénové leur éclairage, ils sont passés d'une consommation de 6 500 € annuels à 4 000 €. Vous voyez, le fait d'avoir modifié leur éclairage par des LED fait diminuer le prix de la consommation. Donc on participe en gros au cap. C'est une dépense qui sera plafonnée tous les ans. Merci, M. Manmassari. Y a-t-il des questions concernant cette bienvenue à notre collègue Mme Barnès? Par exemple, que prévu, monsieur. Oui. Le collègue avait dit qu'elle sera là vers 22h30, 23h. Moi, je suis sauté 2-3 avant. Voilà. Sur moi. Soyez la bienvenue, chers collègues. Et y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Masson, vous avez la parole. Je n'ai pas participé au vote. Ah oui, je comprends. Oui, alors pour expliquer au public, c'est que celles et ceux qui ne veulent pas participer, parce qu'ils sont résidents
de cette belle résidence du château. Je comprends complètement motivation, ils ont mis le statut, soit locataire, soit propriétaire, et voilà, justement de ce syndicat. Voilà. Voilà, je pense que c'est un effort louable. Je rappelle que, comme a dit notre collègue Massari, voilà, ils acquittent aussi une taxe sur l'électricité. Et voilà, c'est un petit effort qui est supportable. D'autant que ce lieu accueille nombre de médecins, quand même, voilà. Dentiste aussi, absolument. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. C'est une tradition, je souhaiterais qu'on puisse en sourire, mais voilà, c'est ainsi. M. Massari, vous avez de nouveau un petit sinistre à nous proposer pour voir que les assureurs sont absents. Oui, sinistre, donc il s'agit d'une vitre d'un véhicule de M. X qui a été brisée par un projectile lors de l'entretien des trottoirs par un agent de service technique. Donc la responsabilité de la commune est engagée, et donc considérant que la franchise est de 300 €, et vu le montant de la réparation de 322,58, accepte de rembourser la somme de 322,58 due à Madame. Merci Madame. Correspondant au montant de la réparation. Voilà, c'est 2-3 fois par an, et là on est sur une séquence de 2 conseils municipaux où nous devons assumer voilà, des accidents de travail voilà, qui ont impacté nos concitoyens. Il y a dit sur cette délibération des questions. Il n'y en a pas, je les au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non-participation au vote? Maintenant, à l'autonomité. Je vous remercie. C'est aussi de tradition, M. Massari, parlez-nous des tarifs de reproduction des documents administratifs pour l'année 2015. Oui, vous savez que de toute façon, on peut faire payer tous les documents administratifs, il s'agit des copies de dossiers, la liste électorale, du PV, des anciens PV. Donc on réactualise une délibération qui date de 1995, qui était encore en francs. Donc on l'a réactualisé en euros et on l'a fixé à 0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc, 1,18 € pour une disquette, je ne sais pas si c'est marrant pour vous, et 2,75 € pour un CD-ROM. C'est une actualisation de la délibération de 1995. On l'a transcrit en euros. Voilà, donc je vais proposer d'accepter cette... En fait, je me posais la question, c'est faut-il conserver des copies disquettes d'un €18? Il y a un côté un peu désuet, voire déconnecté, si vous m'autorisez cette expression. Alors, est-ce qu'il faudra peut-être qu'un jour nous ayons une copie sur clé USB, peut-être, mais bon, on va retenir pour l'histoire, et pour s'ouvrir un peu, sur le 1,18 par disquette, mais si jamais quelqu'un arrive avec une disquette, je serais d'avis de lui offrir, parce que là, ce serait une source d'inquiétude pour la conservation. Les lignes reviennent, oui, mais les disquettes, j'en doute un peu déjà pour le lire. Combien de pouces la disquette? Voilà. Donc sur ces entrefaits électroniques, y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Tout aussi sérieusement, toujours M. Massari sur un avenant au marché d'exploitation du chauffage avec gros entretiens de matériel et fournitures de combustible. Vous avez la parole, M. Massari. Donc vous savez qu'on a un marché avec la société Centra, qui est située à Hauteville. Et vu que la loi NOM, qui est la nouvelle organisation des marchés de l'énergie, du 7 décembre 2010, et la loi de consommation du 17 mars 2014 ont mis fin aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel. En fin de compte, c'est la libre concurrence qui a fait ce changement. Donc actuellement, le contrat que nous avons avec la Sencra, il y a une formule de révision, il y a un indice qui est l'indice B1 qui n'existe plus. Donc il suffit de la modification consiste à mettre des nouveaux indices, puisque c'est un indice qui est révolu. Donc c'est simplement un rajout d'un indice sur la formule de révision, que la Sencra a des objectifs avec nous, il y a une formule de révision. Donc, je vous ai demandé de... C'était le décembre. Un avenant qui prend une déclaration très technique de régularisation. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre?
Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours pour M. Malmassari, c'était une délibération que nous avions reportée parce qu'il y avait eu des interrogations, des doutes concernant la suppression d'une exonération sur la taxe foncière. Vous avez de nouveau la parole, M. Malmassari. Oui, donc nous avons décidé de remettre cette délibération. Sur le dernier conseil municipal, il y avait un doute sur le début de la validité de cette délibération. Je rappelle quand même que c'est une exonération qui date de 1989, je crois. Et la commune l'avait conservée, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de constructions dans la zone du Clos Saint-Martin. Et je rappelle que l'aménageur, à cette époque, avait contribué à construire des établissements publics. Donc, du fait, c'était effectivement les acheteurs de pavillons qui payaient cette contribution, hein, parce que l'aménageur l'avait rajouté sur l'acheteur. Donc aujourd'hui, la situation va changer au niveau construction, donc on pense que c'est le moment de supprimer cette exonération et on la maintient donc à partir du 1er janvier 2016. Donc cette exonération sera effacée à partir du 1er janvier 2016 pour tous les nouveaux propriétaires. Donc voilà, on a demandé de notifier cette décision au service préfectoraux, parce que bien sûr ça va. Voilà, donc désormais, il n'y aura pas de régime, merci. Je vous en prie, madame. Oui, excusez-moi, il me semblait que la fois dernière, quelqu'un était intervenu pour dire que, étant donné que les nouveaux propriétaires n'avaient peut-être pas forcément prévu dans leur budget d'ajouter cette taxe, eh bien, il était question de la reporter au 1er janvier 2017, si je me souviens bien. En fait, il y avait eu deux interventions, chers collègues. En effet, il y avait eu celle de notre président de groupe, qui souhaitait me poser une question, mais je ne l'ai pas reçue à ce jour. Donc, j'avais compris ça comme cela, donc il a réfléchi éventuellement à nous interpeller. Et ensuite, on s'était posé la question de la date. Voilà, donc, considérant que nous ne sommes pas encore à mi-année, celle-ci, en fait, la question, c'est la publicité que l'on fait à cette exonération. En fait, d'abord, elle est peu connue et quelquefois les gens, lorsqu'ils décident de bâtir ou d'acquérir, le découvrent plutôt par surprise et a posteriori. Ils seront désormais informés. S'ils faisaient un acte d'acquisition, ils n'auraient plus la possibilité de s'affranchir de ces places. Voilà. Donc, nous avons décidé de la maintenir au 1er janvier 2016. Quand on regarde les projets à l'œuvre, aujourd'hui dans la commune, je pourrais être franc parce que comme on est destinataire, vous voyez, des permis de construire, M. Maillet-Sorbier, il y a très peu de projets de court terme sur des constructions neuves pour l'instant dans la commune. Vous voyez, si Mme Moreau qui suit ça aussi de près, que ce soit la rue, non pas des Vergongiers, mais rue du Bois-Jarret, on est sur du locatif. Si on prend le projet de la rue des Rochelles, on est sur du locatif. Il y a très peu de projets en fait pour l'heure dont on pourrait dire qu'ils vont être entre guillemets sanctionnés. Bien sûr. Oui, merci. Oui, c'est-à-dire que effectivement les nouveaux propriétaires sont taxés deux fois parce qu'en déposant un permis de construire, on a déjà une taxe qui est relativement élevée. C'est-à-dire, quand vous dites élevée, quelle taxe? La taxe d'aménagement. Taxe d'aménagement. Qui a été remplacée, donc c'était la TLE, alors qui est remplacée par cette taxe équipement. Moi je suis en plein dedans, et cette taxe a quand même été augmentée de plus de 50%. Oui, mais ce n'est pas notre décision. Donc si vous voulez dans le sens de tout ça, je pense aux nouveaux propriétaires qui vont peut-être réagrandir, etc. Ils vont se retrouver effectivement avec une exonération en moins pour les faire souffler un petit peu, et en plus cette taxe effectivement d'aménagement qui vient en plus se mettre dessus, qui est quand même énorme. Exemple, pour 50 mètres carrés, vous frôlez les 4 000 €. C'est équipements, mais pas celle-là. Non, mais si vous voulez, c'est un additionnement. Alors, une addition, alors qu'est-ce qu'on gagne là-dessus? Est-ce que l'économie elle est de quoi? Est-ce que c'est pas aussi un plus pour nous, pour attirer demain d'autres pénis d'auxois? Je sais pas, est-ce que. Voilà. Question verte. Alors, je redonne la parole à M. Maillet-Sorbier, ensuite M. Esprit, ensuite pour Oui, non, mais financièrement, bien sûr, c'est un plus. C'est une taxe foncière, hein. Donc on peut l'évaluer à 600-700 € par pavillon. Mais si on suit le raisonnement, supposons aujourd'hui, quelqu'un signe un contrat de construction aujourd'hui en avril 2015.
il va construire, il y a un an pour construire, ça fera du 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, il va être exonéré 2 ans. Donc 2016, ça fait 2017, 2018. Donc il faudra mettre la loi au 1er janvier 2019. Donc à un moment donné, effectivement, si on vraiment voulait prévenir tout le monde, il faudrait le faire en 2019. Ce qui est assez lointain par rapport à 2016. 3 ans de plus. Monsieur, est-ce que vous avez la parole? Pour moi, une taxe d'environ 800 € sur un pavillon de 300 000, ça représente à peu près 0,26%, je dirais. C'est pas l'exonération de cette taxe qui rend la ville attractive. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour moi, c'est vraiment le fondement même du choix des nouveaux résidents à Volpénil. C'est pour la qualité des écoles, la qualité de la culture, les sports, l'environnement. Il y a toutes ces choses qui comptent. Effectivement, un jour ou l'autre, il faudra prendre cette décision parce que sur le plan financier, on a des difficultés. Et honnêtement, 800 € à chaque fois, c'est une somme et qui va directement dans le secteur scolaire ou ce qu'on voudra, qui nous est cher. Donc voilà, en proportion de l'achat du pavillon, c'est vraiment très très peu. Je suis d'accord avec vous que ça s'ajoute à d'autres choses. Moi, je dis que voilà, ça fera un surcoût de 800 €. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, voilà, l'attractivité de la ville, elle ne se situe pas dans l'exonération de cette taxe. Attendez, vous me demandez la parole, je vous la donne, chers collègues. Avec grand plaisir. Allez-y, je sens qu'il y a vous avez effectivement raison. 800 €, c'est pas une grosse somme, mais il faut savoir que lorsqu'on construit, pour certains, 800 € c'est énorme. Sachant qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a quand même des problèmes financiers de droite et de gauche. Et je pense que ces 800 € laissent aussi un petit peu de. Alors, c'est pas grand-chose, effectivement, ramener sur 12 mois. Mais c'est quand même pas loin de 70 € par mois, et je peux vous certifier que lorsque vous construisez et que vous achetez une maison, ou même l'occasion à 300 000 €, les gens s'investissent, les gens se saignent, donc c'est sûr que de souffler un petit peu pendant 1 ou 2 ans, de pouvoir peut-être investir dans autre chose, de mettre un peu de peinture, etc., c'est aussi pour améliorer aussi l'environnement de la ville, parce que si vous achetez un bien et que vous êtes serré jusqu'au niveau de la gorge et pas pouvoir faire des petits travaux, voilà, après c'est un choix. On est bien d'accord, c'est que 800 €, enfin bon, je dis que 800 € aujourd'hui, c'est quand même un point important. Ouais. Non mais j'entends bien, chers collègues, 1 € c'est important, 10 € c'est important, 800 € c'est important. La question c'est la question de l'égalité devant l'impôt. Vous payez le foncier bâti depuis combien d'années? Oh, mon pauvre monsieur. Bon. Et alors à quel titre? Jusqu'en 89, les nouveaux arrivants étaient exonérés, et c'est pour ça qu'on a rappelé l'histoire. C'était une époque où il fallait en effet avoir des éléments attractifs sur le plan fiscal pour conduire des promoteurs à avoir des arguments. Et rappelez-vous du prix des pavillons, c'est un quartier que vous connaissez bien, qui était un élément nécessaire et impérieux pour attirer, parce qu'il y avait un champ concurrentiel. La question aujourd'hui se pose dans le même terme, puisqu'aujourd'hui on est moins dans des logiques d'aménagement visant à faire venir des promoteurs et avoir une attractivité, puisqu'aujourd'hui c'est essentiellement de la segmentation de terrain existant, de la parcellisation, soit parce que les gens ne peuvent pas supporter souvent les droits liés à la succession, c'est pratiquement 50% des cas dans notre commune, puisqu'en gros on est entre 15 et 20 maisons qui sortent de terre, dans notre commune, si je fais une moyenne pondérée. C'est juste une mesure juste entre les anciens, excusez-moi, pédingoxois que nous sommes, et ceux qui choisissent notre commune, dont je rappellerai encore, on l'a évoqué dans le dernier conseil municipal, que lorsqu'ils font choix de Volpénil, à l'échelle de l'agglomération et à l'exception de quelques petites communes, si vous m'autorisez l'expression, ont les taxes d'habitation et foncier bâti les plus basses de l'agglomération. Donc c'est aussi un choix qu'ils ont fait. Regardez, je le dis, et sans me consoler en regardant ce qui s'est passé à Melun, vous avez vu le niveau du foncier bâti. Il est près d'une fois et demie supérieur au nôtre. Quant à la TH, elle vient d'augmenter, mais nous aussi elle a augmenté conséquemment. Donc, les mêmes motivations nous ont conduit à Melun comme à Volpénil, elles ont augmenté. Mais la mesure que nous prenons aujourd'hui, elle sera communiquée en connaissance de cause, c'est l'égalité devant l'impôt. Rien aujourd'hui, mais j'entends votre raisonnement, chers collègues, ne justifie qu'ayant choisi une ville, profitant avec tous ces défauts, les services publics, les écoles et tout ce que nous essayons de faire collectivement, qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier qu'un nouvel habitant ne paie pas ce que paient ceux qui sont ici dans cette salle, s'ils ont la chance d'être propriétaires, tous ne le sont pas, parce que
Dans notre ville, c'est un peu moins vrai, il y a plus de 70% de propriétaires. Voilà, pour les jeunes générations, le parcours résidentiel, on est une génération où vers 35 ans, on pouvait envisager de devenir propriétaire. Les générations qui nous suivent, à mon avis, ils vont passer les 40 ans, vont pouvoir se payer une maison. Et plus encore à Volpénil, où le prix moyen d'un pavillon, c'est entre 250 et 320 330 000 euros. Voilà, le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure. Donc oui, c'est important, 800 euros, mais égalité devant l'impôt. Et je rappelle, oui, recettes supplémentaires, mais presque marginales pour la commune. Presque marginales, parce qu'à nouveau, si c'était on était tenu que par cela, franchement, ça ne vaudrait pas un débat, puisque je vous dis, il y a très peu de construction à terme. Il y a le vrai sujet, ce que rappelait notre collègue Juliette Moreau, notamment sur les collectifs, ils sont exonérés sur le logement social. Ils sont exonérés. Donc, voilà, et ça, c'est le choix que nous avons fait, mais c'est pour ça qu'on a eu des interrogations. Moi, le premier, la dernière fois, sur la bonne périodicité, mais ce serait une facilité de dire, bon, on reporte à 2017 pour permettre à qui je le dis très correctement, pour l'instant, peu d'enfants de Volpénil, mais plutôt des gens extérieurs. Eh bien, Volpénil, il y a un pardon d'expression, il y a un petit ticket d'entrée pour tout ce que nous avons collectivement bâti depuis de nombreuses années, et ça ne remonte pas 89, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis le premier à dire, c'est toute l'histoire dont nous avons hérité, des fois de choix courageux ou d'engagements qui ont été pris presque depuis l'après-guerre, voilà, pour dire les choses d'une vie qui s'est développée petit à petit. Le développement, il a un petit coup, voilà, et on a dû prendre des décisions un peu radicales et un peu difficiles cette année, j'espère qu'on l'entend, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc non, il faut... J'entends vos arguments, ils sont aussi légitimes que les nôtres, mais comme le disait mon collègue Philippe, les gens sont au fait du niveau de la fiscalité à Volpénil. Les quelques-uns que je rencontre, que je ne veux pas tirer des conclusions en disant que je les rencontre tous, savent aussi que ça participe de la décision de s'implanter à Volpénil. Avec un paradoxe, les maisons achetées sont très chères, c'est pas pour Seine-Port, c'est pas heureusement, je vous l'accorde. Mais dans des zones que j'appelle périurbaines, avec des services publics plutôt de bonne facture, c'est pour ça qu'on a choisi, vous et moi, cette ville, on est dans un niveau de fiscalité qui est bien en deçà des moyens. Voilà. Même si je ne me félicite pas d'une telle décision, je m'en serais, comme vous, bien passé. Et c'est vraiment, je le redis ici en conclusion, une question d'égalité devant l'impôt pour les anciens pays boxois comme pour les nouveaux. C'est ça qui a motivé, je n'avais pas cette argumentation, il y a un mois, je vous l'accorde. Philippe, monsieur, non. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération que je laisse au voix? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc 4 abstentions. De 4 abstentions. Je vous remercie. Alors, en l'absence de M. Cafoureau, qui a lui aussi qui a porté en partie ce projet, je donne de nouveau la parole à M. Balmassari qui va nous parler d'un lancement d'un grand projet sur un enjeu de développement durable sur la performance énergétique de l'éclairage public à Volpénil. Oui, donc c'est un marché qui permettrait en 12 ans de rénover de fond en comble le réseau d'éclairage public et des feux tricolores. Donc j'essaie de passer la présentation qu'il y a eu de... Enfin, c'est une présentation simplifiée de l'organisme qui nous a présenté ce marché de performance énergétique. Donc, rappel de la mission. Donc, il y a une tranche ferme qui concerne, donc en bleu, le schéma directionnel d'aménagement lumière, qui en raconte le point fort du projet, je vais en revenir, avec un diagnostic, un schéma des investissements et une perspective juridique et financière. Ça, c'est la première phase. La deuxième tranche conditionnelle, c'est la mise en concurrence. Donc il y aura une première étape où on va choisir 3 prestataires pour un appel d'offres, et à partir des 3 prestataires, on sera en dialogue compétitif, c'est-à-dire on sera en négociation avec eux sur justement le schéma directionnel d'aménagement lumière. Donc c'est un peu comme pour la DSPO, on sera en négociation. Donc on va un petit peu abandonner ça et on va tout de suite un petit peu passer sur le schéma directionnel d'aménagement lumière. Alors la qualité n'est peut-être pas trop bonne parce que j'ai dû prendre des pages d'un PDF que je ne voulais pas trop manipuler, j'ai inséré sur un PowerPoint, donc c'est assez moyen. Donc schéma directeur d'aménagement lumière. Donc ça, il s'appuie sur une réflexion globale de la ville, en hiérarchisant les voies
les voies et les espaces de vie. Donc par exemple, vous avez les entrées de ville, donc là, s'il y a une réglementation, sur l'entrée de ville, on définit une règle d'éclairage. Il y a les voies primaires de desserte urbaine, le centre-ville, il y a les voies secondaires de desserte locale, les voies tertiaires résidentielles, il y a la zone d'activité de mobile et les trams pour piétons. Donc vous voyez qu'il y a des différences sur les luxes, mais ça va au-delà. Il y a aussi des hauteurs à respecter, des éclairages, des orientations différentes. Donc voilà ce qu'ils avaient, en gros, ce qu'ils avaient étudié. Par exemple, sur la route de Chartrette. Donc je prends la route de Chartrette, qui est une entrée de ville. Vous voyez la préconisation aujourd'hui, c'est un peu skiable. On est sur deux flots d'éclairage, un sur la voie publique et un sur les trottoirs. Donc c'est ce qu'on a à peu près. Quand on voit donc, la route de Chartrette, on la voit aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'ils ont été assez avant-gardistes, puis vous voyez qu'ils ont éliminé tous les poteaux électriques, mais pour l'instant ils y sont encore. Et ils ne seront pas éliminés d'après ce projet-là. Donc vous voyez l'éclairage le jour, la nuit. Donc ici on voit l'éclairage sur le sentier et l'éclairage futur sur les trottoirs. Donc ça c'est pour l'entrée de ville. Après on prend l'avenue du Général de Gaulle. Alors c'est le même principe. C'est des projets, donc attention, ça c'était un projet où en négociation on verra si on fait ou si on ne fait pas, si on l'oriente sur différents points, sur différentes rues plutôt que la rue Général de Gaulle. Donc vous voyez que c'est le même principe, une voie qui éclaire la chaussée, une voie qui éclaire le trottoir. Donc ça permet aussi de différencier, c'est que par exemple la nuit, vous pouvez très bien décréter que cette voie-là va s'amenuiser et éclairer moins la voie piétonne, plutôt qu'on peut privilégier l'une ou l'autre. Donc quand on voit la rue du Général de Gaulle, voilà ce que ça pourrait donner, vous voyez. Donc de jour on voit donc les candélabres, et vous voyez la nuit où il y a la voie piétonne qui est éclairée et la voie du Général de Gaulle en place. Alors ça c'est un exemple, et après il y a la rue des Bordes. Donc la rue des Bordes qui est, elle, une voie primaire de desserte urbaine, on rentre déjà un peu plus à l'intérieur de la ville. Donc vous voyez ce que ça pourrait donner. Alors ça c'est pareil, hein. Vous voyez bien ici tous les poteaux électriques et tout, donc pour arranger ils ont supprimé, mais ils ne seront pas tous supprimés, on ne va pas enterrer tous les réseaux malheureusement. Donc vous voyez un peu l'éclairage. Alors sur chaque photo, parce que là j'ai fait une synthèse quand même, il y a la définition du mât et la définition de comment on appelle ça, de la lampe. Non. Et donc voilà, le jour et le nuit. La jonction entre rue de la Flotte et rue de la Loue, voilà ce que ça donnerait. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'ici il n'y a rien, vous voyez, donc il y a l'éclairage. Rue de la Corne de Fer, rue des Planons, c'est des exemples qui sont pris dans toute la ville, mais il y en a d'autres. Rue de la Corne de Fer de Planons, c'est pareil. Donc vous voyez bien qu'on y met en valeur, vous voyez, il y en a là, et voilà l'éclairage de nuit. Alors il y a toujours une explication, la rue supporte un éclairage de type résidentiel de faible hauteur, ce qui procure une visibilité amoindrie. Donc il y a toujours un justificatif du pourquoi. Et l'objectif lumière de ce secteur est de mettre en place une linéarité lumière correspondant au but des voies secondaires, définition d'une ossature des placements locaux. Donc effectivement il y a toujours une explication du pourquoi on change de rue de la Baste. Alors ça c'est caractéristique, la rue de la Baste. Vous savez que toute la rue de la Baste, telle qu'elle est actuellement, on a beaucoup discuté sur le rapprochement des mâts et les 3 points lumineux à chaque mât. Donc voilà, l'évolution là serait par exemple de remplacer les mâts et de mettre qu'un seul point d'éclairage. Bien entendu, même si les mâts sont rapprochés aujourd'hui à la rue de la Basse, dans le futur projet, on ne va pas en éliminer un sur deux parce qu'on ne va pas déplacer les mâts, hein, puisqu'on a les assises, on va les garder. Mais on diminuera les points lumineux qu'on va rajouter. Voilà l'impact que ça pourra avoir sur un fond de lisse. Rue des Carouches, donc là on commence à rentrer dans les centres-villes. Donc vous voyez la rue des Carouches, on les voit ici. On le voit mieux sur les autres, voilà. Donc vous voyez un éclairage. Alors qu'aujourd'hui nous sommes sur des lanternes de ce genre. Alors effectivement, chaque changement de lampe, on passe sur les modèles économiques, hein. C'est aussi le but. Vous voyez la place de Bégantier. Donc ici on retrouvera l'éclairage du chemin piétonnier, la rue des Carouches, avec l'éclairage de la ville qui est par là, et puis un éclairage au fond du parc, de la place. Rue de la Tuilerie, donc pareil, voilà, des
schéma. Bon, là, il n'y a pas de grand changement. Hein. Rue du Bois-Moissy, pareil. Donc là, c'est toujours pareil, hein, on efface les réseaux en l'air, et puis on remplace. Mais ça, je le répète, l'objectif, ce sera pas de tout enterrer. Donc voilà. Donc il y a toujours une explication, hein, bien sûr, à chaque fois. Rue du Carteron, c'est un peu pareil. Vous voyez, la mise en valeur, en fait, compte de la rue. Alors les voies primaires dans la zone industrielle. Donc ça c'est pareil, c'est l'idée de faire des schémas piétonniers. Vous voyez, la rue Pierre et Marie Curie, pareil. Un éclairage sur voie piétonnier, donc la hauteur est bien définie, les hauteurs. Et donc on voit ici, voilà. Vous voyez l'éclairage ici, l'éclairage au Pasteur, c'est pareil, toujours des éclairages. Voilà. Voilà à peu près. Donc ça c'est le schéma, c'est le SDAN, donc c'est le document de référence, et c'est à partir de ce document qu'on va pouvoir négocier avec les 3 entreprises qui seront sélectionnées. Donc maintenant, je vais continuer la présentation générale. Donc le diagnostic, donc c'est ce qui a été fait, opérer les forces et les faiblesses du patrimoine de la ville, tirer avantage de ces forces et estomper les faiblesses et préparer le futur. Donc très important, la méthodologie. Il y a 4 parties qui correspondent à des degrés proposés dans le cahier des charges de l'ADEME. Donc degré 1, c'est l'investissement indispensable lié à la mise en conformité éventuelle de la sécurité des personnes. Ça, c'est des investissements qu'on doit faire. Après le degré 2, l'investissement lié à des économies énergétiques et de maintenance, c'est le deuxième degré. Degré 3, l'investissement généré par des améliorations qualitatives, matérielles et niveau d'éclairement en particulier. Et le degré 4, c'est l'investissement souhaité par la collectivité, voie nouvelle ou opération commune avec d'autres professionnels, eau, gaz, électricité. Donc ça, c'est les 4 degrés importants qui concernent le cahier des charges de l'ADEME. On va le revoir plus tard sur la définition du coût. Donc il y a eu une analyse de l'existant. Donc le relevé terrain permet d'obtenir de nombreuses informations, donc les paramètres suivants: l'alimentation des points lumineux, les armoires, les supports du établissement public, les luminaires en projecteur, les lampes et les protections électriques. Donc le diagnostic. On regarde en réseau électrique, on a beaucoup de réseaux souterrains quand même, environ 53 km, ce qui est assez positif. Nous avons du réseau en façade pour 1 km, pratiquement vous voyez, place de l'Égantier, puis rue de la Libération, ce qui est assez peu, hein, 1 km. Et du réseau aérien, dans 7 km de réseau aérien encore en ville. On voit un exemple, rue du Mézé et route de Chartrette. C'est pour ça que vous voyez, quand on l'a vu dans le SDAN, la route de Chartrette, tout ça c'est effacé. Et en réalité, il existe. Donc les armoires. Donc les armoires étaient répertoriées. Il y a 59 armoires électriques répertoriées. Donc sur l'état des armoires, vous en avez 38 qui sont vétustes, qui seraient à remplacer. 15% en moyenne, qui ont conformité à faire, et 48% qui sont bonnes. Donc 4 armoires ont pu être attribuées à un contrat, c'est à voir si on a un doute là-dessus. Et la commande se fait par cellule photoélectrique, hein. Ça c'est pas avec le soleil. La moitié des armoires sont à rénover et 2 armoires peuvent être supprimées. Donc ça c'est une estimation qu'ils ont faite et pouvaient se reconnecter sur une seule armoire plutôt que d'un autre. Alors les armoires de non-conformité, ben, vous voyez, donc la plupart des armoires sont fermées par un cadenas type EDF. Ouais, c'est ça. 90% des armoires n'ont pas d'interrupteur frontière cadenassable, ce qui n'est pas une obligation non plus. Et la loi n'est pas rétroactive. Hein. Et quand on rénove, on est obligé de le faire, mais on ne sait pas rétroactif. 30% ne sont pas IP21. Donc IP21, c'est un critère de protection. Je le trouvais même assez léger pour l'extérieur. Enfin, bon, je pensais que c'était même plus élevé. Et il n'a pas été vu d'armoire sans coupure orbiculaire aux couleurs de fil non respectées. Ça. Et la moitié des armoires n'ont pas de disjoncteur différencié. Donc si on rénove, ça va être des obligations. Donc les supports. Alors, le parc d'éclairage public comporte 1862 supports. Candélabres, photos. Donc 18% sont en alu, 69% sont en acier, et 1% sont en bois. Et 1%, alors après, donc, il y a des supports qui sont sur des poteaux bois, il y a des 116% qui sont sur des poteaux béton, par exemple les poteaux électriques, et 3% qui sont en façade.
Et 1% sur encastré au sol, c'est ce qu'on doit avoir au sol dans le parc des maisons, je pense. Et 2% qui sont sur borne. Donc les supports. Donc vous voyez que 337 sont dégradés, 491 sont à surveiller et 1129 sont dans bon état. Donc évidemment, il y en a qui sont pas en bon état. Les points lumineux. Donc 2195. Donc il y a plus de points lumineux que de candélabres au support, puisque effectivement, on prend de la basse, vous avez un candélabre pour 3 points lumineux. Donc 35% sont bons, 18% sont vétustes, il a changé. Et après, c'est des 15%, ils sont en luminaire boule. 4% c'est des luminaires, c'est des ballons fluorescents. Donc là, c'est pareil, ils sont encore bons, mais ils sont assez voraces en énergie. Plus tard, on les remplacera donc par des systèmes UFS. Donc là, par exemple, j'ai mon doigt, puis voilà, Saint-Gène. Saint-Gène, c'est et les points lumineux. Donc 1428 sont à remplacer dans les prochaines années. Inadaptés, dangereux, énergivores et en fin de vie. Pour le coup de la Louve, il y a route de Chartrette, rue du Chêne, rue des Corps. Ah. Après, les feux tricolores, donc De Gaulle Saint-Just, De Gaulle Point Carré, Foch Justice, passage piéton de la Louve et les bords avec Goffin et Foch. Donc là, bon. Ouais, mais on a maintenant il n'y a pas de contre-envol. Type d'équipement, stade de la barre des champs. Donc ça, c'est assez fréquent, donc on n'a pas grand-chose à faire, c'est simplement l'état du lieu qui a été fait, les projecteurs, le type de projecteur. Et les mâts équipés de lignes de vie doivent être contrôlés tous les ans par un organisme agréé. C'est une recommandation de RT100. Et c'est pareil par patrimoine. Si on fait la synthèse, donc il y a 5 multicolores, réseau électrique 61 km, donc réseau souterrain 53 km, réseau en façade 1 km, réseau aérien 7-6 km, et armoire 50. Et les points lumineux, donc il y en a 1879. De l'an 2240. Donc l'âge du parc, il est défini en fonction de la classification de l'installation relevée ainsi que des types de modèles. Donc à titre d'information, la durée de vie moyenne des matériels et des équipements d'éclairage public sont de 25 ans pour un son lumineux et 30 ans pour les supports et 20 ans pour les appareillages. Donc l'âge estimé du parc de la ville est de 22 euros. Oh, 22 euros. Je suis trop dans les euros. Je suis trop dans les euros. 22 ans et demi. Donc le patrimoine est globalement de l'État. Comme ça, cette ligue va faire faiblesse des investissements. Effectivement, surtout en l'année dernière, 61 millions. C'est plus qu'un peu. Je vous appelle alors, investissement. Donc c'est là qu'on revient dans les catégories des degrés, n'est-ce pas, ce qu'on avait vu pour le cahier des charges de l'ADEME. Donc dans les degrés donc, principalement c'est la pose des coffrets, voilà, la mise à la terre, réduction de la terre, le remplacement des mâts vétus, le remplacement le remplacement luminaire, le remplacement d'armoire, tableau électrique. Ça, ce sont les investissements qu'on doit faire, qui sont liés en fait, vraiment vétus. Et donc là, vous avez le prix, n'est-ce pas, 1 323 000 net hors taxe. Donc c'est le degré 1 pour l'éclairage public, et là, après c'est le degré 1 pour SLT, c'est les lumières tricolores. C'est les feux tricolores. Je ne me rappelle plus SLT, ce que ça veut dire, mais c'est les feux tricolores. C'est l'investissement lié à la mise en conformité éventuelle de la sécurité des personnes. Donc réfection complète des 4 carrefours, mise à la terre d'un mât et pose d'un coffret pour 247 000 euros. Hors taxe. Hein? Sécurité des luminaires tricolores. Sécurité des luminaires tricolores, peut-être. Donc après, on passe au degré 2A. C'est l'investissement lié à une économie d'énergie énergétique et de maintenance. Donc le remplacement des luminaires avec des sources fluorescentes. Hein, et surtout, vous voyez, le remplacement des luminaires boules, qui sont assez énergivores. Donc 409 000 euros. Vous voyez, c'est le remplacement par des luminaires LED, qui sont beaucoup plus économiques. Et dans le temps, durent beaucoup plus longtemps. Degré, donc après c'est le 2B, investissement lié à une économie, donc l'équipement des armoires en horloge astronomique, bon, pour 17 000 euros. L'investissement lié à une économie, fourniture de systèmes à gradation au point lumineux. Il y a certains points lumineux en fait, qui varieront suivant un cycle, qui pourra faire varier l'intensité lumineuse. 123 000 euros.
Degré 3, investissement généré par des améliorations qualitatives, matérielles et niveau d'éclairement. Donc c'est le remplacement de tous les supports dégradés, les luminaires vétustes, les luminaires énergivores et le remplacement des luminaires non qualitatifs. 1 737 000 € en taxe. Alors le 4, autre investissement souhaité par la collectivité, entre guillemets bien sûr, mise en souterrain de 2 liaisons d'armoires, suppression des armoires inutiles et des points lumineux en frontière avec Molin, rue Hermont Poincaré sont en litige. Une nouvelle liaison sera peut-être réalisée lorsque le litige sera résolu. 11 000 €. Et investissement souhaité pour l'éclairage sportif, rénovation de l'éclairage sportif, je crois que c'est sur la barre des champs. 10 000 €. Voilà. Et degré, donc le calendrier de la réforme, donc en fin de compte, c'est janvier 2019, obligation de fonds de plan des tracés géo-référencés pour les réseaux sensibles. Donc ça, c'est 106 000 €, c'est qu'on doit avoir sur un logiciel tout le passage, tous les réseaux enterrés et tout, on va la filmographie complète du réseau d'éclairage de la LTV. Voilà, donc si on fait le total, du degré 1 pour 1 500 000, de degré 2 159 000, degré 3 1 700 000 et 587 000. Donc 479 000 pour les MEB, c'est les mises en valeur des équipements communaux. Donc pour l'instant, ça n'a pas été retenu. C'est dommage parce que j'avais des beaux slides à vous faire voir sur l'éclairage du château, même du pont du Boulet. Montant total des travaux, donc 5 354 000 et la plus-value pour la télégestion, ce que je vous ai dit, 329 000. Donc travaux total, 5 millions ici, on voit 5 749 000 TDC. Alors le coût. Alors, l'analyse financière. Alors, voilà le tableau d'investissement, le tableau financier. Donc ça c'est sur 6 ans, la première colonne, la deuxième colonne c'est sur 8 ans, et la deuxième colonne c'est sur 12 ans. Alors ça c'est au bout de 12 ans. Donc vous voyez que le total d'investissement par an, 431 000, ça représente 67% d'investissement, et le fonctionnement, 212 000, ça ne représente plus que 32%. Donc là, on a inversé, c'est qu'on a plus d'investissement que de fonctionnement, et c'est un peu aussi le but recherché. Donc, coût total, 643 000. Alors, après négociation, ils arriveraient à 514 000 par an. Donc l'écart, aujourd'hui, le coût actuel par an est de 400 000. Dans la répartition, aujourd'hui, les 400 000 est plus sur le fonctionnement que sur l'investissement. Et effectivement, on a plus intérêt à avoir de l'investissement que du fonctionnement. Donc l'écart futur, il est de 114 000. Et ça, c'est vraiment un estimatif. Donc c'est basé sur le SDAL qui a été fait. Et après, effectivement, on va rentrer en négociation avec les 3 prestataires qui seront retenus. Donc voilà, conclusion, donc, c'est réduire le risque électrique sur la sécurité des biens des personnes. Importante économie d'énergie, parce que je rappelle que c'est un contrat d'objectif, donc on va fixer un montant d'investissement pour 12 ans, et donc à partir de ce montant d'investissement, la société va se fixer des objectifs, et effectivement, alors les objectifs, évidemment, ils ne sont pas en coût, ils sont en consommation kilowatt, et la société sera pénalisée si elle n'atteint pas cet objectif. C'est un peu comme la DSPO, où en fait, la DSPO, Veolia, est pénalisée si elle n'obtient pas le bon rendement. Et là, c'est pareil, si on a une consommation énergétique supérieure à la population, ils seront pénalisés. C'est pour ça qu'en fait, il y aura le cabinet qui a fait le TAL, probablement ça sera la phase 3, on le prendra probablement pendant 2 ou 3 ans pour suivre l'évolution du prestataire. Parce que c'est quand même un travail de suivi assez rigoureux. Donc voilà, donc faire accentuer la fiabilité, valoriser le cadre de vie avec un éclairage juste, mettre en place un contrat de performance énergétique, donc c'est le fameux contrat. Alors, faire des investissements programmés, donc on va dire sur 12 ans, voilà, on va fixer un montant d'investissement, 100, 200, 300 000, on verra, suivant nos possibilités, puis on verra avec le dialogue qu'on aura avec les prestataires. Donc quand on aura figé ça sera figé sur 12 ans. Alors des coûts bloqués en énergie en maintenance, alors par contre on récupère la TVA sur l'investissement, bien sûr, et d'avoir une transparence totale sur la vie de futurs crédits. Donc prochaine étape, c'est la validation des investissements en tenant compte des aspects financiers de la vie. Donc
ça laisse le prochain débat. Validation d'une durée de contrat, donc comme je disais, on a 6, 9, 12. Bon, je pense qu'on ne peut pas aller en dessous de 12. À la limite, l'option serait même peut-être 15, c'est-à-dire ils ne l'ont pas proposé en 15, mais peut-être qu'on finira sur une durée de 15. Alors, validation du type CPE ou c'est un crème, enfin, c'est pas un cursus, ça pourrait être un rêve, c'est-à-dire que la conception serait déjà dans le TAD. Bon, là, on rentre dans l'aspect un peu technique. Et planning de procédure mise en concurrence avec date de signature du contrat. Donc, c'est un contrat qu'on va le lancer, donc la première phase qui va consister à choisir les 3 prestataires, va être lancée très prochainement, dans 15 jours, 3 semaines. Et après, on rentrera dans une négociation. On espère pour la fin de l'année pouvoir signer ce contrat à performance et de exploitation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci M. Manassari, parce que c'est là votre esprit de synthèse, parce que c'est nous qui avons vécu l'ensemble de la présentation, vous avez réussi de manière illustrée, didactique, à montrer les grands enjeux. J'aimerais vraiment passer la parole, vous dire combien c'est stratégique, hein, c'est pas spectaculaire, c'est pas un bâtiment, il s'agit quand même de l'éclairage public quand même, hein, dire que c'est une petite révolution majeure, puisque vous avez vérifié 1800 maps, 1800 points d'éclairage, donc il y a un véritable enjeu de développement durable, voilà. Le besoin, mon collègue Massari l'a développé, il y a un enjeu économique, vous l'avez bien senti, visant en fait à réduire conséquemment les coûts de fonctionnement, voilà, et ça passe par un soutien à l'investissement dans la durée. Ça veut dire que ceux qui nous succéderont devront, c'est ça, alors ça je dis c'est une décision importante, assumer l'engagement que prendra la commune, puisque 12 ans, ça semble être la moyenne, donc il faudra supporter annuellement, et ça imposera à nous pour pouvoir renouveler l'éclairage public, car vous l'avez vu, il est vieillissant, il est fatigué, on a un peu et pas suffisamment investi, il est quelquefois dangereux. Voilà, c'est pour ça que quelquefois vous voyez les plots, vous dites qu'est-ce qui s'est passé là, c'est que souvent il a fallu prendre des décisions de soustraction de quelques mois. Donc il y a aussi un enjeu de sécurité qui s'impose à nous. Vraiment, nous avons souhaité ce soir avoir un premier exposé macro, j'allais dire, mais ça suppose que la commune s'engage sur un temps long à renouveler une très grande partie de son éclairage public. Ça va, Olivier Jacob vous le rappelait avec son collègue Stéphane Vallier sur la nécessité notamment, je pense au stade qui est en centre-ville, hein, ça fera partie des premières décisions d'investissement, parce que pour ceux qui jouent ici dans la salle, il y en a la moitié qui joue au foot en club avec moi, et lorsqu'ils jouent le soir, il y a un tiers du terrain qui est dans l'ombre. Donc c'est en ça aussi c'est du développement durable, c'est patrimonial, mais c'est aussi une question de sécurité. Donc il fait nuit à partir de 17h, 9 mois sur 12 dans notre belle région. Donc voilà, donc et je voudrais à ce stade remercier chaleureusement Alain Népala et nos services, parce que souvent ce sont les élus qui sont à l'initiative. Mais là, il faut le reconnaître, ce sont les services techniques qui ont attiré notre attention, qui ont procédé, qui ont réfléchi à la méthode, trouvé les experts qui pouvaient nous accompagner dans un premier temps pour bien réfléchir et bien prendre conscience. Voilà, donc je voulais dire ici que merci Monsieur le Directeur Général de répercuter à nos collaborateurs. Un remerciement en tout cas je pense, du Conseil municipal pour cette interpellation, cet examen, cette méthode et cette perspective. Voilà, lourd, hein, ce sont des millions d'euros qui sont en jeu, mais vous avez vu déjà ce que nous payons, pardon d'expression, comme facture d'énergie sur bâtiments publics, comme éclairage public, et il y a des sources d'économie. Il faut dire très clairement les choses, car la ville est inégalement éclairée. Voilà. La rue de la Basse semblerait à une avenue chic, Disney World, quand d'autres zones sont un peu dans la pénombre. Et de dire ici qu'on a un peu anticipé, parce que quelquefois vous avez le sentiment, nous ça a été renouvelé, je pense par exemple, c'était très réussi quand on a dû faire la côte Saint-Gène, on a changé les mains, on a changé les luminaires, et là on génère des économies déjà, on a gagné de l'argent au sens où la lumière varie selon l'intensité et je dirais l'acuité de passage. Voilà. Donc, notamment en
les nuits à partir de 3 heures, je trouve qu'il y a une réduction assez importante, mais qui permet de conserver la lumière, alors qu'on avait vu, pour ceux qui s'en souviennent, après l'orage, pendant une année, on était limite quand même, Côte-Saint-Gemme, en termes de lumière ici. Moi, je me félicite, et on reviendra dans le conseil municipal, tout ça, tout se fait en transparence, une fois qu'on aura désigné, après mise en concurrence, un prestataire, et là, on aura, entre guillemets, la réalité et la vérité des chiffres. Et comme on dit quelquefois en Seine-Marie-Masserie, nous verrons, la durée aussi sera déterminée aussi, mais le montant d'investissement qu'on consentira, je peux peut-être dire un mot là-dessus, sur des efforts d'investissement qui pourront aussi varier dans le temps. Non pas selon notre bonne fortune, mais aussi un peu, et selon nos capacités, mais aussi aux chantiers qu'il faudra engager pour qu'il y ait de la cohérence sur les axes. Oui, c'est vrai, je reviens parce que j'avais un peu zappé ce slide. Là, vous voyez, aujourd'hui, le bilan financier actuel, vous voyez qu'on est en fonctionnement pur en 208 000 euros, qui comprend donc la maintenance. Donc vous voyez déjà la part maintenance qui est très importante, 188 000 euros, surtout l'éclairage public. Et qui grandit parce que notre part... Qui grandit, oui, voilà. Et l'énergie qui est à 131 000 euros, donc ça c'est la consommation électrique, et l'investissement. Donc effectivement, le but, c'est d'investir pour l'énergie, avec l'augmentation du prix de l'électricité, mais c'est de stabiliser le coût énergétique, pour en faire compte. Parce que, effectivement, l'électricité va augmenter, mais comme on va consommer moins, on va stabiliser le prix, et c'est surtout diminuer ce fonctionnement en maintenance. Effectivement, remplacer par exemple des luminaires par des LED, les LED, ça a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un ballon fluorescent. Donc rien que ça, on va diminuer la maintenance. Donc le but, c'est d'inverser cette tendance-là, c'est d'inverser ces deux montants-là. Voilà. D'investir et avoir moins de fonctionnement. Enfin, c'est ça, si je peux me permettre d'enseigner tout à fait, c'est d'inverser et que l'investissement l'emporte sur le fonctionnement et surtout la maintenance, mais ça veut dire aussi consentir un effort supplémentaire qu'on évalue aujourd'hui, nous, entre 100 et 200 000 euros par an supplémentaire. Ce n'est pas juste un jeu qui permettrait de stabiliser la dépense publique. Le moyen d'y parvenir, c'est qu'avec ce montant abondé, mais permettant surtout d'investir plutôt que vous voyez, 200 000 euros de maintenance, il y a un problème. Ça veut dire que c'est la preuve que notre réseau vieillit et que les interventions coûtent cher. Il faut quelques défaillances, mais en général, le réseau est quand même plutôt bien maintenu sur Volpénie, mais ça a un prix. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Monsieur Robert, vous avez la parole. Oui, j'aurais juste voulu savoir un petit peu effectivement le coût d'investissement, le fonctionnement, etc. Ce qu'on va pouvoir effectivement économiser à l'aube des 12 ou 15 ans, parce que c'est aussi le but, d'investir, effectivement c'est très bien et je suis promis à aller dans ce sens-là. Donc effectivement, la société qui veut nous proposer ça, aujourd'hui elle est capable de nous fournir avec presque exactitude ce qu'on pourra gagner dans 12 ans. Donc économiser à la commune, effectivement en économie, d'énergie, bien évidemment, ou un maintien, puisque effectivement l'énergie va augmenter, mais comme on aura des systèmes LED, je pense qu'on arrivera à peu près à maintenir ces 131 kg. Par contre, le fait de fonctionnement effectivement va diminuer et l'investissement aussi. Donc après ces investissements, qu'est-ce qu'on pourra éventuellement, qu'est-ce qu'ils nous proposent exactement, qu'est-ce qu'on va économiser? Est-ce qu'on économisera 200 000 euros par an ou... On a une idée un petit peu du budget? Pour moi, si on résumerait le tableau un peu final, je pense qu'on va gagner en fonctionnement, oui, voilà. En fait, ça c'est le but un peu final, mais c'est vrai que l'investissement, à mon avis, c'est une moyenne là, sur l'investissement, mais à un moment donné, effectivement, une fois qu'on l'aura rénové, c'est de l'entretien, après, on va rentrer dans du renouvellement classique. Là c'est parce qu'en fin de compte, on en a beaucoup d'un coup. Mais c'est vrai que si on regarde l'estimation qu'ils ont sur le fonctionnement, 212 000 dans 12 ans. Aujourd'hui, on est déjà à 130, je crois, 120. En plus, enfin 120, mais effectivement, le prix de l'électricité, regardez aujourd'hui, il augmente, je crois, pratiquement peut-être 3-4% par an. Vous faites une ligne, vous allez arriver très haut. Donc le but, effectivement, c'est de consommer moins et d'arriver à avoir beaucoup moins de maintenance et beaucoup moins de consommation. Donc là, rien que 212 000, il faudrait aujourd'hui, avec la consommation qu'on a aujourd'hui à 118, plus un peu de maintenance, tracer une courbe, puis voir ce qu'on arriverait aujourd'hui dans 2 ans.
et on pourrait faire la différence. Ça sera intéressant, effectivement. Oui, ça sera intéressant de faire. Et ça sera certainement le travail des 3 prestataires qui seront retenus. Hein. En fait, tendanciellement, monsieur Robert, en fait, c'est comme si on illustrait sur un repère orthonormé, en fait, 2 courbes qui viendraient de torsade. Si je fais, vous voyez, le fonctionnement qui baisserait, un investissement qui croît, et je pense que sur les années, la dépense de la collectivité, elle sera croissante en solde net, au sens qu'il faut investir plus. Mais c'est-à-dire, mais en termes de consommation, c'est l'exemple que donnait tout à l'heure notre collègue sur la région du château, il faut espérer une baisse de 25%. Voilà. C'est ça, le cap qu'on doit se fixer, mais ce sont ceux qui nous succéderont, enfin nous-mêmes, nos concitoyens, lorsque nous nous croiserons à la boulangerie un peu vieillissant, un peu blanchissant, vous me tiendrez la main pour franchir le cap. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait une chute conséquente, parce qu'au terme des 12 ans, c'est-à-dire que la maintenance aura chuté, et comme l'a dit le collègue, une maintenance presque domotisée qui se fera à distance, qui permettra donc de prévenir et d'intervenir quasiment en temps réel. Donc ça veut dire par là, moins d'intervention urgente qui coûte plus cher. La seule variable qu'on ne maîtrise pas, sous le plan fiscal, c'est l'évolution éventuellement de la TVA, mais nous la récupérons. Et ensuite, c'est l'évolution du coût de l'énergie à 12 ans. Je serais celui qui peut aujourd'hui dire, qui savait qu'il y a un an que le prix du pétrole serait divisé par 2, aujourd'hui serait sous la barre des... Bon, il varie selon le Brent ou bien qui viennent du Venezuela entre 40 et 50 $. Qui sait demain ce que sera le coût de l'énergie. Et c'est la seule variable que nous ne maîtriserons pas, c'est le coût réel de l'énergie selon sa provenance. En 12 ans, par une petite idée, je pense que les variations sont mode de calcul, car vous savez qu'il est adossé l'électricité, il y a une corrélation entre le prix du pétrole et du gaz, et la fiscalité additive. Voilà, pour ça, c'est le seul truc qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, voilà, on va, pendant 12 ans, augmenter l'effort, donc la réponse publique pour être très clair, mais en croisant et en diminuant conséquemment la facture d'énergie. La première qui va chuter chaque année, c'est la maintenance. C'est surtout celle-là qui va baisser. Et à nous ensuite, sur la consommation avec des nouvelles ampoules, les fameux LED, dont on sait, Michel Gare pourrait nous dire mieux que quiconque, ou Madame Moreau, si elle se lâchait à se rappeler son ancien métier, on aura une chute conséquente, et chacun sait qu'en France, sur ces questions d'énergie, il y a énormément de recherches. Vous avez des centres de recherche d'EDF, et puis 1000 chercheurs qui travaillent quotidiennement sur ces questions. On peut imaginer là aussi qu'on va faire des gains de productivité sur la consommation en énergie, en tout cas, voilà. Mais on doit être dans cette mue et dans ce mouvement. Sans quoi, on risque de payer de plus en plus cher si on ne fait pas. Mais c'est pareil comme effort. C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir un. Voilà. Si je reprends. Alors, juste monsieur Robert, fini. C'est effectivement pour ça la question que je posais, c'est aux finalités dans 12 ans effectivement de pouvoir économiser 20-25% ou au moins être au même tarif qu'aujourd'hui dans 12 ans en mode consommation. Sachant qu'effectivement vous avez raison, l'électricité va à mon avis exploser dans les futures années, puisque tout ce qui est centrale effectivement nucléaire va disparaître ou va être un petit peu va pas être renouvelé, donc automatiquement le coût de l'énergie risque d'exploser quand même un petit peu, puisqu'il faudra de toute façon trouver d'autres solutions. J'en ai fait là-dessus, j'ai une autre approche. Monsieur Ramassari, ensuite monsieur. Oui, non mais je vois, voilà par exemple, si le but, regardez au bout de 12 ans, c'est moins 45% sur la consommation théorique. Alors, évidemment, ça, l'idéal en fait, c'est ce qui faisait avant les PPP, les partenariats publics, où l'idéal serait d'investir tout en une fois, effectivement. Donc là, vous arrivez à 45% la première année, donc c'est un bénéfice. Mais aujourd'hui, plus personne ne le fait, parce qu'il faudra investir tout de suite 6 millions d'euros. Donc après, ça va dépendre de notre capacité à investir chaque année. Plus on investira beaucoup au début, plus vite on aura des économies. C'était la logique des fameux PPP, vous vous souvenez, On peut beaucoup abandonner. Monsieur Esprit, vous avez la parole. Merci, monsieur. Oui, simplement, au niveau d'éclairement constant, en luxe, on a un rapport au jour d'aujourd'hui de 1 pour 30. Donc ça, vous parliez tout à l'heure d'économies, elles sont relativement rapides et faciles à quantifier, dans la mesure où ce simple changement de l'instrument d'éclairage
va permettre des économies énormes. Et effectivement, le but, comme le disait M. Valmassari, c'est de croiser ça avec une éventuelle, ce que vous soulignez, une grave du coût de l'énergie. Voilà. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix que de passer par de la LED. C'est sûr. Bon, ce que je veux dire, chers collègues, c'est que moi, franchement, je ne suis pas un spécialiste, je dis un peu comme vous, la presse, je ne sais pas ce que sera le coût d'énergie, parce qu'il y a un élément qu'on oublie dans le débat actuel sur la transition énergétique, c'est que on a vu les difficultés de l'EPR, voilà, c'est une cuve qui n'est pas garantie, bref. L'évolution du prix du pétrole avec des réserves supposées de 40 ans, une baisse de l'investissement, j'en parlais encore récemment avec le patron Schlumberger chez nous qui a vraiment eu est en lien direct avec les industries pétrolières et je pense à tous, c'est un peu simplement chez lui. Il y a juste un projet qu'on n'aura jamais oublié sur le plan d'atome, c'est Cadarache. Voilà. Et Cadarache, si ça aboutit, c'est l'énergie permanente. Quelles conséquences sur le modèle économique et énergétique français qui repose essentiellement aujourd'hui sur les centrales nucléaires? Je ne peux pas le mesurer, mais le peu que j'ai eu, alors c'est à échéance de 2050, donc on aura déjà investi depuis longtemps. Voilà, nul ne sait aujourd'hui, me semble-t-il, on dit souvent qu'on ne connaît pas à 10 ans moins de 50% des innovations technologiques que notre monde va connaître. Donc voilà, c'est en cela où il faut ou espérer ou se désespérer, mais voilà, je pense qu'il y a des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui encore complètement à l'esprit. Je vous invite vraiment à lire ce qu'est en train de produire Jean-Luc Borloo sur ces questions, notamment sur l'électrification de l'Afrique. Une approche très intéressante. Là, on sent qu'il est entouré de chercheurs pour certains iconoclastes qui montrent qu'il peut y avoir des effets accélérateurs sur certaines technologies. Parce qu'on n'aura pas le choix. C'est une question de survie pour nous tous, mais qui se situe en termes d'énergie à échéance de 50 ans. Voilà, si je retiens ce cas-là. Et puis il faut avoir le courage d'aller sur les énergies renouvelables. Oui, elles sont plus coûteuses, mais c'est comme investir aujourd'hui. Je veux dire, là aussi, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Mais là, vous le payer, donc on fera peut-être un jour des propositions. Enfin, je voudrais finir sur un trait d'humour. Qu'est-ce que le SMT? Moi, je le sais parce que j'ai une tablette. Donc, je vais regarder. Je ne vais pas faire malin. Ce sont bien la signalisation lumineuse incolore. Donc, c'est l'effet de circulation. Donc, tu n'étais pas loin, mon cher Olivier. Mais la magie du numérique m'a permis de faire le malin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques concernant ce grand chantier que nous jouerons, sur lequel on reviendra dès avant la fin de l'année et que nous essaierons de traduire dès le budget 2016? Non? Eh bien, je vous remercie. C'était une information, il n'y a pas de vous libérer et nous reviendrons très prochainement. Alors, il y a des villes qui inspirent la poésie. Et Madame Moreau voudrait nous parler de Pommeuse. Est-ce que vous connaissez Pommeuse? On a découvert, moi j'ai découvert. Vous avez la parole, Madame. Bien, alors je... Ouais. Non, si, ça y est. Bon, moi je vais pas revenir en détail sur ce qu'est le syndicat d'électrification, parce que je crois qu'à différentes reprises, on a déjà expliqué exactement ce que gérait le syndicat d'électrification rurale. Simplement, un petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, le syndicat s'appelle le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, donc en abrégé le SDESM, car il a repris depuis environ un an les syndicats, un certain nombre de syndicats de Seine-et-Marne et regroupe donc des communes pratiquement de la Seine-et-Marne. Oui, donc aujourd'hui la commune de Pommeuse demande donc à adhérer à ce syndicat et toutes les communes qui font partie du syndicat, dont Volpénil, doivent délibérer bien sûr pour approuver l'adhésion de ces communes au syndicat. Sachant que, compte tenu du Code général des collectivités territoriales, que la commune de Pommeuse a 2000 habitants, il est difficile, je pense, de s'y opposer. On n'a pas vraiment de raison de s'opposer contre cette adhésion. Néanmoins, on doit délibérer. Alors, pour ou contre Pommeuse, quel est le débat de ce soir? Y a-t-il des questions concernant Pommeuse? Moi, je confesse que j'ai découvert. Voilà. Et désormais, je rêverai en Pommeuse. Alors, je vais donc au voix. Y a-t-il des voix contre?
L'abstention. Eh bien, merci pour elle. Elle fait l'unanimité. Monsieur Malmassari, il y a bien longtemps que nous ne vous avions pas entendu et je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous voulez nous offrir une belle recette. Oui, vous savez qu'on a une convention avec la communauté d'agglomération pour l'entretien de la zone industrielle. En fait, la zone industrielle, la compétence économique appartient à la communauté et ils nous ont sous-traité cet entretien. Donc on avait une convention qui nous liait pour 5 ans. Bon, aujourd'hui, elle n'a pas été re-signée pour 5 ans, mais on va reprolonger pour une année. Ils étudient. Donc nous verrons, pour l'instant, profitons. On l'a encore cette année. Je rappelle que la subvention est de 270 000 €. Et en espérant que l'année prochaine, on signe une convention au moins de 5 ans. Donc là, on lui demandait d'approuver le prolongement d'une année de cette convention. Maintenant que la responsabilité qui nous incombe, c'est d'en assurer l'entretien courant. Voilà. Plusieurs de nos collaborateurs, quelquefois je viens d'ici à genoux, je dis bien à genoux, font en sorte qu'ils puissent être en bon état, mais c'est du travail. Y a-t-il des questions concernant cette convention avec la communauté d'aglo? Il n'y en a pas, je laisse au voix. Y a-t-il des votes? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Avant d'aller à la délibération, il m'en est moindre. Là, un peu, je ne sais pas s'il faut faire cette comparaison, elle peut paraître un peu cavalière. On réfléchit sur l'énergie et puis il y en a une autre. Et celle de l'énergie de la jeunesse, et notre collègue Charles Féléca a réfléchi depuis quelques mois et souhaite nous faire partager quelques orientations sur ce que pourrait être demain, pas seulement le service jeunesse, mais l'action publique en direction de la jeunesse. Vous avez la parole. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Le service jeunesse gère de nombreuses activités, comme vous le savez, l'accueil des ados et des pré-ados durant les vacances scolaires, mais également des ateliers citoyens du conseil municipal de jeunes au collège ou, entre autres, des aides au départ autonome des jeunes en vacances avec l'opération Sac à dos. Depuis quelques temps, nous avons constaté qu'il y avait une baisse de la fréquentation de nos accueils, donc par les ados et les pré-ados, et c'est pour cela que nous avons pris la décision de fermer les matinées. Ce qui veut dire que l'après-midi est réservé pour les pré-ados et les soirées sont réservées aux ados. Donc cette décision, elle a été prise pour des raisons économiques également, du fait de notre nouveau budget de 2015. Le paradoxe, c'est que si nous avons une baisse de la fréquentation de nos accueils, au niveau des activités ponctuelles comme le foot en salle, nous sommes en pleine croissance avec entre 50 et 60 jeunes en permanence le mercredi soir. Et les soirées jeunesse organisées au manège qui rassemblent entre 150 et 200 jeunes selon les soirées. Ou tout simplement avec des activités de distraction comme le parc Astérix qui affiche toujours complet avec des listes d'attente. Donc là, nous sommes en pleine réflexion, on réfléchit et nous avons quelques idées de pistes qui pourraient expliquer en fait cette baisse de fréquentation. Tout comme par exemple le dossier administratif qui est assez lourd, ou tout simplement, et on pense vraiment aller dans ce sens-là, ce sont les attentes et les pratiques des jeunes qui évoluent et changent rapidement. C'est pourquoi le service jeunesse est en train oui, dès à présent, ils font une enquête auprès des jeunes, donc sous forme d'entretien, afin de mieux les connaître, donc leur motivation et leurs besoins. Donc notre connaissance des jeunes actuellement nous permet déjà de proposer plusieurs points afin d'élargir notre champ d'action. Le premier point, c'est le soutien aux jeunes en difficulté. Le deuxième, la sensibilisation en prévention. Et enfin, le dernier, développer une citoyenneté active. Le soutien aux jeunes en difficulté. Donc, nous constatons que sur la commune, il y a de plus en plus de jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, notamment par le décrochage scolaire. Donc, c'est ce qui les mène à des petites délinquances. Nous connaissons certains d'entre eux puisqu'ils ont fréquenté le service jeunesse et avant le centre de loisirs, et nous pensons qu'il est possible encore d'agir afin qu'ils évitent de basculer totalement dans cette délinquance. Donc, pour nous, il y a deux solutions, c'est les encadrer et les remotiver. Nous avons mis en place les chantiers de réhabilitation. Donc, la semaine dernière, il y a eu le premier chantier de réhabilitation du préfabriqué de l'école de Végantier, qui a eu donc lieu avec 4 jeunes, encadrés par les éducateurs de la PAM et sous le contrôle du service technique.
Le but de ce chantier, c'est de leur proposer une activité concrète et utile, également de leur délivrer un discours positif et de leur témoigner de la confiance par rapport à leurs capacités. Bien sûr, la rémunération, elle ne leur est pas versée directement, mais elle est versée à la PAM qui vérifie en fait qu'elle est utilisée pour un projet. Donc ça peut être le projet de permis comme projet de vacances ou par rapport à l'école. Nous souhaitons également soutenir ces jeunes en difficulté par la rédaction de CV, l'aide à la rédaction de CV, à la recherche d'emploi et à la préparation d'entretien et à l'accompagnement scolaire. Donc bien sûr, nous savons qu'il y a des associations et des services dans la commune qui s'occupent déjà de ça et on souhaiterait travailler avec eux en toute coordination. Donc ces différents points que je viens de vous citer, ce sont des demandes de jeunes qui viennent s'adresser au service jeunesse pour qu'on les aide sur ces différents points. Sensibilisation et prévention. Nous voulons développer des actions de prévention et de sensibilisation en direction des jeunes. Donc notamment en termes de santé. Donc mettre en place une fois par an un forum santé. De prévention en termes d'addiction, de violence par un projet qui est en train de se mettre en place autour de la boxe éducative ou encore la sécurité routière en partenariat avec la police municipale. Développer une citoyenneté active. Alors, nous avons la chance dans la commune d'avoir des jeunes qui adhèrent complètement à tout ce qui va être des opérations de solidarité. Donc, il faut savoir qu'à chaque soirée, donc les soirées sont gratuites, on leur demande de verser 1 € pour une association, ou par exemple, comme à Noël, on leur a demandé d'emmener des jouets pour être redistribués au secours populaire. Ça marche très bien, ils comprennent, ils adhèrent, ils ne posent pas de questions, vraiment ça se passe très bien. Nous pensons qu'il est possible de développer une citoyenneté active qui ne concerne pas simplement la solidarité, mais aussi la vie. Donc, par ailleurs, une expérience sera tentée avec le foot en salle et toutes les autres activités que la commune met en place gratuitement, où on leur demandera de mettre en place donc, des actions de citoyenneté, mais pour la ville de Volpénil. Le but n'étant pas d'avoir un rapport de donnant-donnant, qu'ils fassent quelque chose pour que nous on leur fasse quelque chose, mais bien pour qu'ils prennent conscience des efforts consentis par la municipalité pour leur offrir cette activité gratuite et pour susciter leur propre investissement au service de toute la ville. Enfin, je pense qu'il serait utile d'instaurer un rendez-vous annuel préparé en amont avec le service jeunesse et entre les jeunes et avec l'équipe municipale afin qu'ils connaissent les élus et qu'ils puissent entendre un discours municipal. Et donc là, c'est aussi une demande des jeunes qui voudraient venir à la rencontre des élus, venir à la rencontre de ceux qui travaillent aussi pour la commune. Donc si les actions que je viens de vous citer ont un sens pratique, utile ou pédagogique citoyen, nous restons favorables au maintien en fonction de nos moyens, des activités de pure distraction. Donc les sorties Astérix, Paris, cinéma. Parce que ce sont des temps qui sont vraiment appréciés par les jeunes et ça permet un vrai brassage de nos jeunes. Et tout ça dit avec l'énergie de ces 20 ans. Le bel âge de la vie, disait Mignon. Juste une petite précision technique, parce que toujours le souci de mesure à la base du public, donc la PAM, c'est bien l'association de prévention de l'agglomération de Monin, qui est présidée par l'un de nos amis, puisque c'est Rambéza qui en est le président. Le directeur est un élu de Damarie-Lys, et il y a quelques années, nous avions obtenu une présence des permanences d'éducateurs spécialisés, parce que c'est un métier très très spécialisé. Et voilà. Et quand on a des petits coups de chaud, ils sont là. Voilà, on peut dire, pour les bonnes et les mauvaises choses. Voilà. Donc il y a une réalité, une présence sur le terrain, toujours progresser, mais. Alors, en glisse un mot, y a-t-il des. Madame Baronesse, Monsieur Chalot, je vous donne la parole. Oui, merci pour cet exposé d'enthousiasme et de conviction. Simplement, une toute petite remarque, c'est que vous disiez que le décrochage scolaire engendre de la délinquance et c'est aussi, la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire que même un bon élève qui va commencer à goûter à des produits illicites va avoir ses résultats chuter. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, ça marche dans les deux sens.
Voilà. C'est pas ce qui me semblait que j'avais dit, avoir dit en fait. Pour nous, c'est l'une des raisons majeures. Généralement, quand on va vers les jeunes et qu'on cherche par rapport à la ville de Volpénil, je parle bien, généralement le premier facteur c'est ça, c'est le décrochage scolaire. Une fois qu'ils vont plus à l'école, ils sont dans la rue et quand ils sont dans la rue, ils commencent à faire des bêtises. Généralement, c'est le premier facteur, mais je suis d'accord avec vous. Il y en a d'autres et puis ça peut marcher vice-versa à l'envers aussi. Monsieur Chalot, dont chacun sait qu'il reste un éternel adolescent. Non, c'est vrai que les deux influent. Le décrochage scolaire est un facteur très important, mais c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. Les deux sont en relation et ils sont influents l'un sur l'autre. Moi, je vais intervenir, par exemple, j'ai trouvé les trois objectifs très intéressants et très ambitieux, et je vais intervenir sur le troisième objectif sur la citoyenneté active. Parce qu'on avait commencé l'an dernier, il y a eu la journée champêtre. La journée champêtre, c'est la première fois qu'il y avait une initiative interassociative. Il y a des groupes de jeunes qui se sont impliqués, qui ont constitué un groupe de travail, qui ont tenu des ateliers, qui ont fait venir des jeunes. Je crois que c'est quelque chose d'important. Alors je pense que dans le cadre de la citoyenneté active, ce serait intéressant, important pour les jeunes, mais aussi pour les adultes et toutes les générations, qu'on arrive à faire qu'un certain nombre de jeunes viennent s'impliquer dans les associations d'une façon durable. Et ça, c'est un gain pour tout le monde. Y a-t-il d'autres? Monsieur, est-ce que vous avez la parole? Bravo, déjà pour le travail. Je me rends compte que c'est un vrai travail de fond. Chapeau. Oui, vraiment chapeau, parce qu'il y a un travail de fond incontestable. Je suis vraiment bluffé. Concernant la présence des élus, moi je suis très intéressé par ce genre de dialogue, ce genre d'échange. Voilà, pour moi, la réalité de la rue, c'est ça, c'est d'abord ce que tu sais très bien faire, c'est le contact humain, chercher ces ressources qu'ils ont d'eux. On avait vécu ensemble dans une soirée mémorable de danse, on avait initié des jeunes de 14-15 ans au rock, et c'était du tonnerre ce truc-là. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on pourrait très facilement mettre en place. Justement, la rencontre avec l'élu peut se faire avec un pôle, un troisième pôle, qui peut être une activité. Et là, seul coup, on se rend compte qu'on ne sait plus qui est l'élu, qui est... Bon, le jeune, si, je vais bien savoir me reconnaître, je sais pas. Mais le fait est qu'on peut partager, vraiment, à nous d'être inventifs, et je sais que tu l'es, donc vraiment, bravo et merci. D'autres éloges? Il y avait dans le puits. Non mais, on a eu, pour tout dire, une première présentation au bureau qui avait fait, je crois, des élus l'unanimité. C'est que, je le disais sous forme de boutade, mais nous adhérons à la fois au constat, j'y reviendrai, sur la stratégie, les orientations et l'enthousiasme qui l'accompagnent. Et finalement, c'est un coup de jeune qui nous est donné. Je vous remercie pour vos interventions parce que ces orientations nous engagent, nous obligent, au sens où elles ne seraient juste dévolues à l'une de nos plus jeunes. Il faut que nous l'accompagnions. Chers collègues, elles nous concernent et nous intéressent. Donc, nous partageons ces orientations. Maintenant, certaines, ça y est, vous leur avez donné corps dès la semaine dernière. Et d'autres sont à mettre en œuvre sur le temps du mandat. Il y a un élément, parce que quelquefois, sur lequel je voudrais juste revenir sur le constat qui peut interroger sur la question, et c'est en cela où c'est intéressant de débattre ce soir, parce que vous nous obligez à nous réinterroger sur les politiques qui ont été menées jusque-là. Il y a deux éléments. Je ne reviendrai pas sur celui que vous avez bien décrit, et qui est une priorité forte. C'est tenter de renouer le dialogue avec ces décrocheurs ou ceux qui sont en marge, bref, je ne peux pas les qualifier ici, il n'y a aucun jugement moral, mais ceux avec lesquels on a quelquefois quelques difficultés ou à dialoguer, ou qui aussi sont à la limite de basculer dans la désocialisation quand ce n'est pas plus grave. Là-dessus, c'est un immense défi, très modeste et très lucide, mais en tout cas, il ne faut pas renoncer, ne jamais renoncer. Il faut toujours être dans une logique de main tendue. Comme je dis souvent, il y a toujours des raisons d'espérer. Et puis en revanche, dans l'esprit de la loi républicaine. La loi républicaine, elle s'applique à tous. Et là, il faut être aussi ferme. Voilà, les règles du jeu, les règles du vivre ensemble, mais toujours avec cette générosité républicaine.
Deuxième élément sur lequel je voulais juste ajouter une pièce au débat, c'est sur se réinventer, c'est parce que j'ai le sentiment, j'avance aussi en âge, mais on a autour de nous des ados qui sont nos enfants ou petits-enfants voisins. Ce qui a considérablement changé, ce sont les pratiques de loisirs et culture de nos enfants. Voilà. Et ça, il faut qu'on ait une adaptation. Ce qui faisait le succès hier, je vous dis, j'ai été moi-même un jeune responsable du service jeunesse. Ce qu'on a inventé il y a 20 ans, aujourd'hui ne fonctionnerait plus. Voilà. Et ça, c'est aussi cette révolution culturelle, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on s'adapte. Là où hier il suffisait de demander quelquefois à la section de commission des offres de loisirs un peu consuméristes, moi qui me dit qu'il n'y avait pas trop qu'on abusait, pas seulement pour des raisons économiques, il fallait ouvrir le champ du possible, pas aller à Paris et visiter un musée, et pas seulement aller à Disney ou faire du karting, mais vous avez trouvé le bon équilibre. Mais il faut bien réfléchir à ce que sont devenus aujourd'hui nos préados et nos ados. Ils ne se parlent plus de la même manière, ils communiquent différemment, ils ont conquis d'autres droits et d'autres libertés. Quand ils n'ont pas de téléphone, enfin voilà, tout a changé vraiment. Il ne s'agit pas de se comporter comme des vieux sots, mais juste de comprendre ce qui est à l'œuvre. Voilà, parce que il faudra aussi nous adapter un tout petit peu. On demande souvent aux jeunes de s'adapter, mais à nous aussi de comprendre ce qui est en train de se passer, même si c'est une fois ça nous heurte, où on est un peu dépassé, où on ne comprend pas, où on essaie de mieux avant se parler, mais quelquefois ils se parlent avec 3 touches, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas juste dire c'est ça, il faut le décoder et savoir comment aussi peut pénétrer ce mot. Donc, bonne chance, ma chère, nous serons à vos côtés, donc c'était un point d'information, d'orientation dont je considère, voilà, vous pouvez partager, je dirais, dans leur attention à ce stade. Voilà. S'il y a d'autres remarques ou d'autres interventions, merci pour ceux qui ont contribué à ce débat. Alors, dernière délibération, non des moindres, Mme Bachelet, qui est notre scribe et script fidèle de la soirée, voudrait nous parler d'écouter une proposition de délibération sur le président d'honneur du comité de jumelage. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'intégrer à l'ordre du jour la désignation comme président d'honneur au comité de jumelage de monsieur Michel Gare. Voilà, considérant que les statuts du comité de jumelage réservent la présidence d'honneur au maire de la commune ou à son représentant. Voilà, monsieur le maire, je l'ai dit. Merci pour cette efficacité. Juste rappeler une chose, c'est que jusque-là, j'avais proposé, puisque c'est un privilège que d'être président d'honneur du comité de jumelage, j'avais donné à Pierre Carassus président, je me suis dit, je vais y aller. On s'est assez vu comme ça. Plus sérieusement, c'était notre ancienne collègue Josette Vuillard qui avait accepté ce mandat, qui n'était pas honorifique, c'était un membre actif du comité de jumelage, mais voilà. Et là, pour moult raisons, fait d'autres choix de vie. Et avec esprit de responsabilité, elle a préféré donc renoncer à cette présidence d'honneur. Et pour ceux qui connaissent Michel Gare, tout ça va être très électrique et très enthousiasmant. Voilà, Michel, si vous étiez d'accord, nous représentera dignement, c'est la proposition qui nous est faite ce soir. Y a-t-il des remarques, des questions d'autres candidats peut-être, mais donc je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, merci pour Michel, qui sera très sensible à cette marque de confiance. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Les remerciements traditionnels d'une société que je ne citerai pas, mais qui voulait remercier chaleureusement la qualité de l'accueil et le professionnalisme du service de l'urbanisme, en particulier chez Babillette et Madame Doubi. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres remerciements, d'habitude ils sont un peu plus nombreux. Et en questions diverses, je suis arrivé au bout. Y a-t-il donc parmi les membres du conseil municipal des questions dites diverses, des points d'information? Il n'y en a pas, donc je considère que la séance est levée.